Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des élections européennes 2024. Vous savez, les élections pour lesquelles on a voté, en tout cas 51% d'entre nous dimanche dernier. Je rappelle parce que entre temps, disons que l'actualité politique a fait qu'on a un peu éclipsé le sujet des élections. Au vu du bouleversement politique qu'on connaît en France avec la dissolution de l'Assemblée nationale, fait totalement inédit depuis 27 ans, ce qui est absolument exceptionnel. À titre personnel, je ne pensais pas connaître de mon vivant une dissolution parlementaire, en tout cas sous la Ve République, ça me paraissait complètement impossible, mais ça l'est. Donc peut-être que l'on fera une analyse soit pendant la campagne, soit après les résultats des élections législatives. C'est peut-être ce qui me paraît le plus pertinent. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, on va vraiment s'intéresser aux européennes en France, mais aussi à l'échelle du continent, en essayant de montrer les tendances, de peut-être décortiquer ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur l'activité du Parlement, et éventuellement esquisser potentiellement ce que ça peut annoncer pour la reconfiguration politique de l'échiquier politique français en tout cas. Alors déjà, pour qui on a voté? On a voté pour élire 81 eurodéputés en France, parce qu'en tout on a 720 députés au Parlement européen, dont 81 en France. La France est le deuxième pays qui envoie le plus de députés européens derrière l'Allemagne, parce que ça se fait en fonction de la population. Et ces eurodéputés, ils se rejoignent ensuite au Parlement européen, non pas par pays, mais par couleur politique, au sein de groupes politiques européens. Et une fois que le Parlement est en place, on va voir ça dans les mois qui vont suivre, on a l'élection à la majorité absolue du président du Parlement européen, et l'approbation du candidat à la présidence de la Commission européenne, qui lui est désigné par les gouvernements européens. Et en l'occurrence, ça devrait être Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne. C'est des élections très importantes. Le contexte est à chaque fois inédit, mais celui de cette année était tout particulier. On a eu la pandémie du Covid-19, l'achat en commun du vaccin, la mise en place du plan de relance européen commun, l'invasion russe de l'Ukraine bien sûr, qui a eu pour conséquence une véritable montée des prix de l'énergie, le retour de l'inflation qu'on n'avait pas connu depuis des années, et une volonté de renforcer les moyens de défense de l'Europe. Et l'Ukraine qui s'est bien sûr vu octroyer le statut de pays candidat à l'Union européenne, ce qui a créé de nouveaux débats sur oui ou non un éventuel élargissement de l'Union européenne. Beaucoup moins présent dans la campagne qu'il y a 5 ans, c'est aussi la question environnementale, puisqu'on a eu pendant ce mandat d'Ursula von der Leyen la mise en place du pacte vert, le Green Deal. Faut rappeler qu'en 2019, lors des élections européennes, on a vu un assez bon score des formations écologistes, notamment en France et en Allemagne, et c'est un pacte vert qui a été fortement critiqué depuis quelques années par les syndicats agricoles, tandis que les sondages montrer une certaine montée en puissance des partis eurosceptiques, donc des partis qui sont plutôt réticents à l'intégration européenne, plutôt nationalistes, notamment du fait des derniers résultats électoraux aux Pays-Bas, avec Geert Wilders en Italie, avec Giorgia Meloni, mais même aussi dans des pays scandinaves comme la Finlande ou la Suède. Donc il y avait deux gros enjeux pour cette élection. Est-ce qu'on veut une Europe plus grande, ou est-ce qu'on veut maintenir l'Europe des 27? Est-ce qu'on veut une Europe plus puissante, ou est-ce qu'on veut au contraire redonner plus de poids aux nations? Certains parlent notamment d'une Europe des nations, une union des nations, et non plus d'union européenne. Donc c'est les deux grandes questions sur lesquelles on peut englober ensuite toutes les thématiques liées à l'agriculture, à l'immigration, à la défense, aux affaires étrangères. Alors qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien probablement le Parlement européen le plus à droite de l'histoire, en tout cas le plus eurosceptique, puisque les formations eurosceptiques, donc le groupe CRE des conservateurs européens, qui lui est notamment constitué du parti de Giorgia Meloni, les Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, et du parti Identité et Démocratie, dont fait partie notamment Marine Le Pen, mais aussi la Ligue de Matteo Salvini, ont un poids désormais inédit. C'est les grands vainqueurs de ces élections, alors qu'à contrario, on a un énorme affaiblissement tout de même des Verts, un gros recul par rapport il y a 5 ans. Les deux formations principales que sont le Parti social-démocrate de gauche et le Parti populaire de droite sont plutôt dans le status quo. On n'a pas réellement on a une légère augmentation, mais c'est pas significatif. Mais ce qui est marquant, c'est effectivement cette poussée eurosceptique à droite du Parlement européen, et c'est visible dans beaucoup de pays, en France bien sûr, dont on va parler, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Autriche,
Et ça va probablement avoir au moins un peu d'impact sur l'agenda politique, parce que certes, le Parlement européen ne vote les lois, mais ne peut pas proposer de loi, il ne fait qu'approuver des projets de loi. Et bah, ça va tout de même, la composition du Parlement européen va tout de même donner un certain poids, notamment au groupe CRE, dans les négociations législatives. Je pense notamment au parti Fratelli d'Italia de Meloni, qui va se retrouver vraiment en pierre angulaire. Ça va être une sorte de point de négociation incontournable pour Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, pour se maintenir, elle va être obligée de faire des concessions à Meloni et aux conservateurs, qui sont donc les conservateurs du CRE, qui sont eurosceptiques dits modérés. Là où le groupe Identité et Démocratie est généralement considéré comme un peu plus eurosceptique, et où le groupe CRE aussi est considéré comme plus pro-américain. Donc c'est deux groupes qui sont classés généralement à la droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique européen, mais il y a des nuances assez importantes. Si on regarde maintenant les résultats dans quelques pays, alors c'est vrai que si on voit la carte, elle est majoritairement teintée de bleu ou de bleu foncé. La droite l'a emporté dans la majorité des pays, à quelques exceptions près. Je pense au Portugal, qui est un pays historiquement assez socialiste, ou à la Roumanie. Mais il y a des pays, je ne vais pas mentionner tous les pays, ça serait un peu long, je pense, de s'intéresser précisément aux 27 élections européennes qui ont eu lieu le week-end dernier. Mais on va s'intéresser à quelques scores intéressants avant de passer à la France. Déjà pour l'Allemagne, on a eu comme attendu une victoire des conservateurs, donc le fameux parti CDU, le parti de centre droit-droite, démocratie chrétienne, le parti qui était autrefois celui d'Angela Merkel. En deuxième, on a l'AfD, le parti classé à l'extrême droite de l'échiquier politique allemand, qui a eu une campagne assez mouvementée à coup de polémiques. Par exemple, la tête de liste de l'AfD en Allemagne qui avait dit que les SS n'étaient pas systématiquement des criminels, ce qui a engendré pas mal de remous en France, puisque Marine Le Pen et le Rassemblement National avaient estimé que ce genre de propos n'était pas acceptable pour un éventuel accord entre le RN et l'AfD. Donc à voir si l'AfD et le RN siégeront dans le même groupe, on verra. Peut-être que les groupes qu'on a eu lors de la législature précédente ne seront pas les mêmes. À voir, mais en tout cas ça explique peut-être pourquoi l'AfD a fait un score pas si élevé que ça. Elle a eu une campagne assez difficile, donc deuxième, mais franchement ils auraient clairement pu faire plus s'ils avaient eu une meilleure campagne. Et en troisième, bien sûr, les sociodémocrates d'Olaf Scholz, qui sont très affaiblis depuis que le gouvernement est en place, donc c'était assez prévisible. A noter qu'en Allemagne, on a les jeunes entre 16 et 18 ans qui ont pu voter, et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'ils ont voté pour beaucoup de petits partis. Je crois, il me semble que chez les jeunes de 16-18 ans en Allemagne, le premier parti fait genre 17%, ce qui est très très faible. Donc c'est assez morcelé entre beaucoup de petits partis chez les jeunes. C'est assez intéressant pour le souligner. Ensuite, deux pays qui étaient assez prévisibles en termes de résultats. L'Italie, d'une part, on a Giorgia Meloni qui confirme sa victoire avec quasiment 30% des voix. Donc son parti, c'est Fratelli d'Italia, les frères d'Italie. Elle est à la tête d'un gouvernement donc qui va du centre droit à l'extrême droite en Italie. Donc c'est une victoire qui vient clairement renforcer sa position politique, au détriment de ses alliés, puisqu'elle avait tendance à être assez encombrée au début de son mandat par Forza Italia, donc le parti de Silvio Berlusconi, qui est décédé entre temps, et le parti La Ligue de Matteo Salvini. Donc ça lui permet de prendre un peu plus de poids au détriment de ses alliés, et donc quelque part de gagner encore plus en légitimité par rapport aux dernières élections. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça va probablement avoir un impact sur les projets de loi qui seront discutés au Parlement européen, parce qu'elle est un peu en position de faiseur de roi, disons. On a aussi l'Espagne, où on a eu un score plutôt prévisible. C'est le Parti populaire espagnol, le parti de droite, qui est arrivé premier. C'est le premier parti d'opposition actuellement face au gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, et c'était assez attendu. Donc pas trop de surprise à ce niveau-là. En revanche, on a une plus grande surprise pour les Pays-Bas, puisque depuis les dernières élections néerlandaises, qui ont provoqué d'ailleurs une certaine instabilité, une certaine crise politique, puisqu'on n'a toujours pas vraiment de coalition assez claire, où Geert Wilders, donc classé
à l'extrême droite de l'échiquier politique néerlandais était arrivé premier, ici son parti n'a obtenu que la deuxième place, là où l'alliance de gauche est finalement arrivé premier, en première position. Et puis ensuite on a bien sûr nos résultats en France qui ont provoqué un choc chez beaucoup de monde dans l'opinion publique, auprès de personnalités célèbres, des artistes, des influenceurs. Honnêtement, ça me surprend pas du tout, déjà parce qu'on avait des sondages qui quand même depuis longtemps nous montraient que le RN allait l'emporter assez largement, entre 30 et 35%, donc c'était assez net. Et puis quand on regarde la campagne, finalement les thèmes qui ont été les plus au cœur, les thèmes qu'on a le plus vus dans la campagne en France, en tout cas c'est la souveraineté, c'est l'immigration, donc il était évident que Bardella, pour qui ces sujets de prédilection allaient être avantagés. A l'inverse, il y a des candidats qu'on a très très peu vus dans cette campagne. Je pense à la candidate des Verts, je pense à bien sûr la candidate de Renaissance, Valérie Hayé, qui a été assez transparente honnêtement durant cette campagne, malgré quelques interventions assez marquées, notamment le fameux débat face à Bardella, mais qui a plutôt dans l'opinion, en tout cas n'a pas semblé avoir beaucoup d'impact. Donc ça m'a pas vraiment surpris. C'est vrai que symboliquement, que le RN fasse plus de 30%, c'est assez significatif. C'est clairement, le RN n'a jamais fait autant. La dernière fois aux européennes, ils avaient fait 23-24% à peu près. C'est clairement énorme et ça montre qu'il y a clairement un basculement qui se joue dans la sphère politique française. Mais de là à parler de séisme, pour moi le séisme il est plus venu après, lors de la dissolution en tout cas. Aujourd'hui le RN a entre guillemets réussi sa stratégie de dédiabolisation. Il est plus aussi mal perçu qu'auparavant et ça se voit dans les résultats. Ce qui est assez marquant aussi, c'est quand on voit qu'il réussit à peu près dans toutes les catégories socio-professionnelles. Bien sûr, employés ouvriers, ça reste les deux principales CSP qui votent RN, mais on a aussi un vote RN chez les cadres et un vote RN chez les retraités. Le RN est le premier vote chez les retraités devant Renaissance, donc pareil, ça c'est quand même une surprise. Donc ça montre que le RN tend à vraiment s'élargir et à petit à petit faire péter le plafond de verre entre guillemets. L'autre vainqueur de ces élections en France, ça reste Raphaël Glucksmann avec le Parti Socialiste. On a une vraie résurrection en fait du PS qui avait fait moins de 2% il y a 2 ans en 2022. C'était une catastrophe pour ce parti qui a été au pouvoir avec François Mitterrand, puis ensuite François Hollande, et puis aussi la cohabitation avec Lionel Jospin. Donc un parti qui était réduit à 2%, même à peine 2% du corps électoral français. Là on a un retour en force, on est autour des 13-14%. Le PS qui donc revient entre guillemets dans le game, troisième national, devant LFI, ce qui est assez important puisque jusqu'à présent, lorsqu'il y avait eu des alliances à gauche, c'est LFI qui donnait la cadence, puisque c'était LFI de très loin en 2022, le premier parti à l'échelle nationale de gauche. Mais le fait que Glucksmann et le Parti Socialiste arrivent en première position à gauche, ça va peut-être obliger les autres partis de gauche à davantage s'allier autour du PS plutôt qu'autour des LFI. Donc potentiellement on peut avoir si on a une nouvelle NUPES, et peut-être que là ce que je dis sera peut-être périmé dans quelques jours et dans quelques semaines, mais en tout cas il est fort probable que cette nouvelle alliance se consolide plus selon les dires du PS, puisque le PS est désormais en position de force. Alors comment expliquer la réussite de Glucksmann et du Parti Socialiste? Je dirais déjà la figure de Raphaël Glucksmann qui est assez populaire sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes, faut ici le souligner. Et autre facteur à mon avis, c'est le fait que les Verts ont été assez inexistants dans cette campagne et que LFI s'est assez marginalisé depuis 2023, depuis le 7 octobre où il y a eu des grosses dissensions entre les partis de la NUPES. Donc c'est potentiellement ces raisons qui font que les électeurs de gauche se sont davantage rangés derrière le PS. En tout cas c'est mon hypothèse. Il y a 2 listes ensuite où je parlerai de mi-victoire, mi-défaite. Éric Zemmour, Marion Maréchal pour Reconquête, et Manon Aubry, la France Insoumise. Manon Aubry qui fait mieux qu'il y a 5 ans, elle passe de 6% à peu près à 9%.
ce qui est pas négligeable. Elle a plutôt été assez transparente dans cette campagne aussi, Manon Aubry, assez dans l'ombre tout de même de Jean-Luc Mélenchon et de sa 7ème de liste Rima Hassan, très présente médiatiquement, mais ça reste un plutôt bon résultat. La contre-performance reste du fait qu'ils sont 2e formation politique de gauche derrière le PS, là où l'un des pouvoirs de LFI jusqu'à présent, c'était de dire regardez, Mélenchon a fait 22% en 2022, on est la première force de gauche, donc ralliez-nous à nous, c'est rien. Là, le LFI devient plutôt un allié plus l'allié que la tête centrale d'une éventuelle coalition à gauche, donc c'est plutôt ça la contre-performance des LFI pour moi. Et puis Reconquête qui fait entre guillemets que 5%, ce qui peut être considéré comme décevant, déjà que les 7% en 2022 étaient plutôt considérés comme décevants par rapport à ce que disaient les sondages au début. Mais d'un autre côté, on parle quand même d'un parti qui n'avait pas de député européen, qui désormais en obtient 5. Donc pareil, on peut pas vraiment dire que ce soit une totale défaite. Puis aussi dans le genre petite défaite, on a LR, les Républicains, qui perdent à peu près, qui perdent à peu près 1%. Ce qui est à peu près, l'objectif c'était à peu près de maintenir le score qui était déjà considéré comme décevant il y a 5 ans, les 8%. Bon là c'est plutôt pas réussi, mais on va dire que ça passe, disons. On va dire que ça passe. Disons que peut-être la petite satisfaction, c'est pas du fait que après le fiasco de 2022 où Valérie Pécresse n'a même pas fait 5%, le fait de faire plus de 5% ici, ça a peut-être rassuré. Mais ça reste quand même, c'était attendu, donc on peut pas vraiment parler de grosses contre-performances, mais ça reste, je pense, une déception pour le parti. Et ensuite, on a les 2 grosses catastrophes, les 2 gros perdants des élections européennes. On a déjà les Verts, Europe Écologie Les Verts, plutôt les écologistes maintenant, c'est leur nouveau nom, qui ont complètement chuté par rapport à 2019. Ils étaient à 12% environ, ils avaient surpris un peu tout le monde. Il y avait eu une sorte de mobilisation des jeunes assez inattendue, qui avait permis aux Verts de se positionner en 3e force politique. C'était une grosse surprise, y compris pour les électeurs habitués des Verts, mais là ça n'a pas suivi. Le parti a fait 5%, on a même pensé à un moment donné qu'ils n'allaient pas avoir suffisamment de pourcentage pour avoir des députés européens. Bon, finalement c'est pas le cas, mais ça reste quand même une grosse déception pour le parti. Et généralement en Europe, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les Verts ont quand même assez reculé. La faute à plusieurs facteurs. Déjà à l'échelle européenne, je trouve qu'on a quand même beaucoup moins parlé dans le débat. La question de l'écologie, de l'environnement était quand même beaucoup moins présente qu'il y a 5 ans. Et deuxièmement, je trouve tout simplement que la campagne des Verts n'a pas été bonne du tout. Enfin, en tout cas, moi, la campagne, que ce soit les membres de la liste, les thèmes de campagne, où on les a pas du tout entendus. La faute à qui, ça c'est pas moi de juger, mais en tout cas moi quand je regarde, moi qui suis quand même assez régulièrement qui suis quand même très fréquemment la politique, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur internet, qui est assez à l'écoute de ce qui se dit, les Verts, je les ai quasiment jamais vus. Donc pour moi ils ont complètement été transparents dans cette campagne. Mais ça c'est rien à côté des grands perdants des élections européennes de cette année. Le parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, le parti qui jusqu'à présent, jusqu'à la dissolution de la 6e législature, avait la majorité relative, un parti qui passe donc de 22% en 2019 à aujourd'hui à peine 15%, même pas 15%, donc 7 points. Et au-delà de cette chute significative, on a tout de même l'écart entre Valérie Hayé, la liste Renaissance, et la liste de Jordan Bardella, le Rassemblement National, donc presque le double, puisque le RN fait à peu près 32%, là où Renaissance ne fait même pas 15%, donc symboliquement c'est assez impressionnant. Alors comment expliquer une telle déroute ? Fondamentalement, je pense que déjà personne ne voulait se lancer dans cette campagne pour Renaissance, personne n'était partant. Ils ont pris Valérie Hayé, qui était certes une députée européenne expérimentée depuis 5 ans, mais qui était complètement inconnue au bataillon dans l'opinion publique française, donc ça allait pas faire mouche. En tout cas, c'était prendre un trop gros risque. C'est mon analyse en tout cas, bien sûr, vous êtes libre de ne pas la partager, mais en tout cas s'ils avaient envoyé en tête de liste quelqu'un de peut-être médiatiquement plus connu,
ça aurait peut-être permis de faire plus. Et puis au-delà de la tête de liste, il n'y a pas que de la faute de Valérie Hayé, bien sûr. Il y a le fait que Emmanuel Macron a pas mal perdu en popularité ces derniers temps, la réforme des retraites entre autres. Le fait que, pareil, comme les Verts, la campagne Renaissance a été quasiment inexistante, on les a quasiment pas entendus parler réellement de programme politique. On les a pas réellement, à part Valérie, on n'a pas réellement vu d'autres personnes sur la liste. Il a quand même fallu attendre on a quand même attendu très tardivement la publication de la liste de Renaissance, qui est quand même assez problématique aussi. Donc c'est ce qui fait pour moi que le parti s'est effondré à l'échelle nationale par rapport à 2019. Et donc, alors qu'on s'attendait à des élections sans trop de surprises, fidèles à ce que disaient les sondages, ce qui était plutôt le cas, et à 21h, coup de poker, retournement de situation, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, donc la dissolution utilisant l'article 12 de la Constitution, chose qui n'a pas été faite depuis 1997, avec Jacques Chirac à l'époque, dans un contexte très différent aussi. Les 4 autres fois où la dissolution avait été utilisée, c'était à des fins différentes, soit pour régler un litige entre l'Assemblée et le président, comme ce fut le cas sous De Gaulle, ou alors pour confirmer la majorité du président à l'Assemblée nationale après une victoire au présidentiel, comme ce fut le cas pour Mitterrand en 81 et en 88. Chirac en 97, c'était plutôt une dissolution du moindre mal. Il savait qu'il allait perdre les élections en 98, donc il s'est dit je vais peut-être que si je continue à attendre, je risque de me prendre une plus grosse défaite, donc autant dissoudre maintenant. Au mieux, je peux avoir une majorité relative, et au pire j'ai une défaite, mais au moins ça sera pas aussi grave que si j'avais entendu un an. Bon, finalement, il s'est mangé une cohabitation pendant 5 ans. Là, on a une dissolution complètement inédite, une dissolution après un revers politique. Donc c'est assez fou. C'est un scénario de politique fiction. Je pense que même si on avait déjà évoqué cette éventuelle possibilité de la dissolution, on la prenait pas trop au sérieux. Même moi, pour moi c'était une blague, c'était quelque chose qui ne pouvait pas arriver, pourtant c'est arrivé. Donc pour moi ça mérite peut-être une vidéo à venir, soit dans le mois de juin, soit après les législatives, sur pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a pris cette décision, qui franchement, je vous l'avoue, me paraît très étrange, très peu rationnelle par rapport à ce que les tendances politiques semblent, par rapport aux tendances politiques qui se dessinent actuellement, par rapport aux modalités de ces futures élections. Donc c'est très surprenant. Moi j'étais persuadé à titre personnel que la dissolution c'était de l'histoire ancienne, que depuis le quinquennat, depuis qu'on a inversé les calendriers, depuis que les législatives ont lieu après les présidentielles et ne sont donc plus que des élections de confirmation des présidentielles, que plus jamais on aurait discordance des majorités entre président et parlement, et que donc plus jamais on aurait dissolution pour remédier à cela. C'était une erreur, donc parfois il faut pas être trop rationnel, trop froid. Parfois les chefs d'État peuvent nous surprendre avec des moves, des coups assez inattendus. C'est le moins qu'on puisse dire, donc on verra ça pour une prochaine analyse. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ces élections européennes, pas d'un point de vue politicienne, disons. Moi je cherche pas à lancer un débat politique de fond, entre guillemets, c'est pas mon but. Moi ce que je cherche, c'est avant tout d'analyser d'un point de vue science politique les résultats. Donc pas tant chercher à trouver un méchant ou un gentil dans l'histoire, mais simplement à comprendre par la sociologie électorale, par les jeux d'institutions. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, vraiment l'aspect jeu institutionnel, le jeu politique, le droit, plutôt que le jeu, plutôt que la politique partisane qui n'est pas forcément pas inintéressante, vous avez le droit d'en parler si vous voulez, mais ce n'est pas forcément mon centre d'intérêt principal en tout cas, et c'est pas la vocation de ma chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.